breaking news. President Trump in an extraordinary statement threatening North Korea with fire and fury. And frankly, power. No nation on earth has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons. Are we on the edge of a nuclear war? I did speak with the president, and it's clear that this behavior is completely unacceptable. Rocket Man is on a suicide mission for himself. We will have no choice but to totally destroy North Korea. La Corée du Nord. 25 millions d'habitants enfermés derrière une barrière quasi infranchissable. C'est l'un des pays sur lesquels on sait le moins de choses, mais dont le monde parle le plus. Un État reclus et probablement surarmé. Depuis 1947, la péninsule coréenne vit divisée. Au nord, retranchée derrière l'ultime mur de la guerre froide, la dictature stalinienne est soupçonnée de pouvoir provoquer à tout moment une catastrophe planétaire. Quelles sont les raisons de cette agressivité? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. C'est en Corée du Sud que nous entamons notre enquête sur la folie atomique de Kim Jong-un. L'agglomération de Séoul compte plus de 20 millions d'habitants. À environ 50 km s'étire la frontière avec la Corée du Nord, dont la capitale, Pyongyang, n'est qu'à 200 km à vol d'oiseau de Séoul. Ici, dans le Sud, on vit à proximité immédiate de la menace que représente le frère ennemi du Nord. Sans aide extérieure, je pense que la Corée du Nord l'emporterait si une guerre venait à éclater entre les deux pays. En raison du lavage de cerveau permanent dont ils font l'objet, les Nord-Coréens croient dur comme fer à la victoire. Direction Chuncheon, à environ 2 heures de route au sud de Séoul. C'est là que vit Im Jung-gang, ancien général de l'armée populaire de Corée. Il a fait défection en 2013 pour gagner le Sud avec sa femme et son fils. Aujourd'hui, cet ancien militaire de carrière tient un restaurant de crustacés. Pendant plus de 30 ans, il a servi la dynastie des 3 Kim. D'abord en tant que soldat, puis en tant que général. Lorsque j'étais militaire, je touchais un salaire mensuel qui ne me permettait même pas d'acheter 1 kilo de riz. À l'heure actuelle, les soldats reçoivent un peu plus d'argent. Ils peuvent en vivre parce que l'armée leur fournit en plus des produits de première nécessité. Mais avec leur salaire, il est difficile de s'acheter ne serait-ce qu'un t-shirt. Im Jin-gang est entré dans l'armée nord-coréenne en 1981. À la fin de sa carrière, il commandait une division d'artillerie non loin de la frontière avec la Corée du Sud. Il a connu la pauvreté, la faim, les conditions inhumaines de l'armée et a survécu à une cavale qui aurait pu lui coûter la vie. Désormais, il mène une vie dont la plupart des Nord-Coréens ne peuvent que rêver. Aujourd'hui, dans le système idéologique de l'État de Kim Jong-un, l'essor économique a atteint le même niveau d'importance que la course à l'armement. Mais ce que la population en tire avant tout, c'est une propagande militaire pompeuse présentée comme un divertissement, qui s'adresse aussi aux millions de soldats nécessiteux. Des missiles et des bombes nucléaires pour nourrir la fierté nationale.
On fait croire aux soldats nord-coréens que très peu de pays détiennent ce type d'armes. Comme les Nord-Coréens sont capables de fabriquer eux-mêmes des missiles et des têtes explosives, ils pensent être les plus forts et se croient invincibles. Ils imaginent même que les États-Unis ne peuvent pas attaquer aussi facilement la Corée du Nord. Washington, capitale d'une superpuissance qui s'estime provoquée. Une Corée du Nord devenue puissance nucléaire représenterait un danger pour la paix dans le monde. C'est l'avis de Robert Kelly, ancien inspecteur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Kim Jong-un est un cas à part. S'il se sent acculé, il peut très bien se dire « à prendre sa revanche, autant le faire avec panache ». Et là, il y a de quoi s'inquiéter. Se sentant menacé dans son existence même, Kim Jong-un entend devenir militairement invulnérable afin d'être en mesure de négocier sur un pied d'égalité avec les États-Unis. Ce que Donald Trump interprète comme de la mégalomanie est en réalité une dette historique aux yeux de Kim, héritée de son père et de son grand-père. Nous rencontrons Joseph Detrani, ancien directeur de la CIA pour l'Asie de l'Est. Il a joué les négociateurs en Corée du Nord plus d'une fois. Kim Jong-un est beaucoup plus imprévisible que son grand-père et que son père Kim Jong-il. C'est un individu très rationnel. Il veut achever l'œuvre de son père et de son grand-père, à savoir accéder au statut d'État doté de l'arme nucléaire. La reconnaissance de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire compte beaucoup à ses yeux. Il veut devenir la 9e puissance nucléaire au monde. C'est son objectif le plus cher. Pour cet ancien haut gradé des services secrets et expert de la Corée du Nord, la menace est très concrète. Nous sommes au-delà de la menace. Aujourd'hui, c'est une question de capacité. Ces dernières années, la Corée du Nord a beaucoup avancé. Elle est désormais en mesure d'infliger d'énormes dommages. Elle peut faire beaucoup de dégâts sur le sol américain, mais également chez nos alliés, dans d'autres pays de la région, voire dans le monde entier. Je pense que nous nous trouvons à un moment vraiment critique concernant la Corée du Nord. Kim Jong-un ne se lasse pas d'exposer son potentiel de frappe au monde entier. Chaque essai de missile est une provocation et lance un signal qui fait mouche. L'ingénieur Markus Schiller analyse depuis des années les tirs de missiles nord-coréens. Vu sa façon de voler, s'il est tiré de manière inclinée, il peut parcourir 5500 km, ce qui en fait par définition un missile intercontinental. Pourvu d'une charge très lourde, il aura du mal à parcourir une telle distance. À l'écran, il s'agit du deuxième lancement du Hwasong-14 le 28 juillet dernier. Il s'agit du missile intercontinental. C'est ainsi que les Nord-Coréens désignent eux-mêmes ce missile. Avec le lancement du Hwasong-14, Kim Jong-un a prouvé pour la première fois qu'un de ses missiles intercontinentaux pouvait atteindre la côte ouest des États-Unis. David Albright, ancien inspecteur des Nations Unies en matière d'armement atomique, est lui aussi convaincu que le dictateur touche au but. Kim Jong-un pourrait lancer une attaque nucléaire sur le Japon dès aujourd'hui s'il le souhaitait. C'est ce que nous pensons, mes collègues et moi. Il dispose de l'arme nucléaire. Il travaille sur ce programme depuis 30 ou 40 ans, plus ou moins intensément selon les périodes. C'est un programme arrivé à maturité. La difficulté pour les Nord-Coréens consiste à créer un missile à longue portée qui pourrait menacer les États-Unis ou l'Europe. Je ne pense pas qu'il ferait cela aujourd'hui, mais on ne sait jamais. L'objectif est d'attaquer les États-Unis au moyen d'une tête nucléaire, et cela constitue un énorme défi. Je pense qu'il leur faudra donc encore un peu de temps. Pour réaliser son rêve de terreur nucléaire, Kim Jong-un doit mener conjointement 2 programmes. Un portant sur les missiles et l'autre sur le nucléaire. Ces ingénieurs impressionnent les experts occidentaux par leur capacité à développer le matériel dont ils disposent. Tout commence en Union soviétique. Dans les années 1970 et 1980, la Corée du Nord reçoit des missiles à courte portée de type Scud B, qu'elle reproduit et améliore.
De grandes quantités de missiles de ce type venaient juste d'être réformés en Union soviétique lorsque la Corée du Nord a mis la main sur des missiles Scud. À ce jour, on ignore encore ce que sont devenus ces missiles soviétiques. Du coup, cela pourrait concorder. Avec l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 1990, plans et technologies se retrouvent subitement sur le marché international. Et avec eux, des ingénieurs qui cherchent de nouveaux moyens de renflouer leur compte en banque. Dans les années 1990, de nombreux témoignages évoquent des ingénieurs soviétiques à la recherche d'un emploi dans la Russie imprévisible des années Eltsine et qui l'auraient finalement trouvé en Corée du Nord. On est donc assez certain que des ingénieurs et des experts soviétiques ont sauté le pas. Aujourd'hui, on sait que des employés d'un bureau bien spécifique de l'URSS sont passés côté nord-coréen. Mais leur signature est très différente des nouvelles technologies que l'on voit apparaître actuellement. Se pose donc la question de savoir si d'autres experts sont passés de l'autre côté ou si les Nord-Coréens ont eu accès à d'autres stocks et les ont achetés. « 29 novembre 2017. Avec le lancement d'un Hwasong-15 à 2 étages, Kim Jong-un s'invite dans le club des très gros missiles. Selon les calculs basés sur sa vitesse, sa durée de vol et son altitude, les analystes internationaux tombent d'accord pour affirmer que ce Hwasong-15 pourrait atteindre New York et Washington, et donc, en sens inverse, l'Europe. Vienne, le siège de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est ici que nous cherchons des réponses à notre question. Où en est le programme nucléaire nord-coréen? Difficile à dire, car les essais nucléaires se déroulent systématiquement sous terre. Même les analystes les plus expérimentés peinent à fournir des données précises. Robert Kelly, lui, en est certain. La Corée du Nord dispose d'une bombe puissante. Chaque essai est un peu plus important que le précédent, et le 5e semblait être la première étape de fission en vue d'une nouvelle série d'essais. Le dernier essai était gigantesque. Nous ne sommes pas tous d'accord sur sa puissance, mais on peut l'estimer entre 150 et 250 kilotonnes. En tout état de cause, il s'agit d'un test majeur. Lorsque Kim Jong-un annonce que le dernier essai était celui d'une bombe à hydrogène, c'est le choc. Mais est-ce la vérité? L'analyse des photos ne peut le certifier. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une bombe à hydrogène. Il existe une bombe intermédiaire appelée bombe à fission dopée. C'est une simple bombe atomique avec une faible réaction thermonucléaire qui amplifie l'explosion initiale. Dans le cas présent, je pense qu'une partie de la bombe a été dopée, ce qui a permis à la véritable bombe H de gagner en puissance. On ignore cependant si les missiles nord-coréens sont en mesure d'acheminer jusqu'à leur cible la bombe la plus puissante de l'humanité. Apparemment, c'est le cadet des soucis de Kim Jong-un. Durant mes visites en Corée du Nord, j'ai rencontré des spécialistes nucléaires qui m'ont fait part des problèmes qu'ils rencontraient. Je dirais qu'ils disposent de 10 à 30 armes nucléaires. Mais ils ont mené à bien un autre projet, auquel nous n'avons pas suffisamment prêté attention, je pense. Dès le début, le développement de la bombe a été combiné à un système de transport, et ils n'ont jamais caché que ce système, c'était le missile. Un missile capable de porter une ogive, et qui ne serait pas détruit lors de son retour dans l'atmosphère terrestre. Un corps de rentrée, comme l'appellent les spécialistes. Maîtriser la chaleur est déjà très difficile, mais une fois que cette question est réglée, il faut être en mesure de limiter les accélérations et les vibrations à l'intérieur de ce corps de rentrée atmosphérique. Les techniciens nord-coréens doivent construire une machine capable de survivre à cela.
C'est comme lorsque vous faites tomber votre ordinateur portable de votre bureau et que vous vérifiez s'il fonctionne encore. Les contraintes qu'un missile intercontinental rentrant dans l'atmosphère doit supporter sont 1000 fois plus importantes et sans comparaison. Kim Jong-un prétend avoir également résolu ce problème. Pour que le monde accepte d'y croire, il doit le prouver. À 2 reprises, Kim est allé voir des modèles d'armes nucléaires. Il y a des photos affichées sur le mur qui se trouvent derrière lui, et elles ont l'air assez réalistes. Sur ces dessins techniques plutôt crédibles, un dispositif nucléaire a été monté sur un véhicule de rentrée atmosphérique. L'ultime preuve qu'il détient bien ce qu'il prétend détenir, ce serait le lancement d'un missile nucléaire qui toucherait précisément la cible annoncée, avec la bonne hauteur et la bonne puissance. Là, on pourrait dire qu'il a développé des systèmes qui peuvent réellement fonctionner. Au cours des dernières années, Kim Jong-un a multiplié les essais de bombes et de missiles. 70 ans après la partition de la Corée, il semble en mesure de remplir ce qu'il juge être son devoir. En 1947, sans aucune concertation, les États-Unis établissent le 38e parallèle nord comme frontière entre leur zone d'influence et celle de l'Union soviétique. En 1950, les troupes nord-coréennes envahissent la Corée du Sud. Moscou reste sur la réserve. La Chine, elle, se range du côté de la Corée du Nord, tandis que Washington soutient le Sud avec le mandat des Nations Unies. La guerre de Corée fait près de 4 millions de morts, dont 3/4 de civils. Le traumatisme est ancré dans les 2 parties du pays. Et c'est à ce jour la seule confrontation militaire directe entre les États-Unis et la Chine. Au sortir de la guerre, le pays reste divisé. La Corée du Nord bénéficie désormais de la protection de 2 grandes puissances, la Russie ainsi qu'une Chine en plein essor. Avec l'aide soviétique, la Corée du Nord entame dès 1965 la construction d'un centre de recherche nucléaire et d'un premier réacteur à Yongbyon. Dans un premier temps pour assurer l'approvisionnement en énergie de la population civile. Moscou n'est pas le seul à fournir de l'aide au développement nucléaire au cours de la guerre froide. Les États-Unis aussi équipent leurs alliés de l'époque. Les Soviétiques ont offert à la Corée du Nord un petit réacteur ainsi que les bases de la recherche nucléaire. De leur côté, les États-Unis ont soutenu d'autres pays. Et l'ironie du sort est qu'ils ont mis un réacteur de recherche à la disposition de Téhéran. Très vite, la Corée du Nord poursuit ses propres intérêts, quitte à aller à l'encontre de ceux de ses alliés russes et chinois. Pyongyang veut s'affranchir des grandes puissances, quelles qu'elles soient, y compris dans le domaine du nucléaire. Indépendante depuis peu, la Corée du Nord disposait de ses propres ressources en uranium. Elle a dû produire elle-même une grande partie du combustible nucléaire pour son petit réacteur de recherche et construire son propre site de retraitement du plutonium. Sous les yeux de la communauté internationale, mais sans pour autant être dérangé, le fondateur de l'État Kim Il-sung et plus tard son fils Kim Jong-il consolident leur dictature stalinienne. Priorité est donnée à l'armement et à l'autarcie. Un plan qui doit mener à long terme jusqu'à la bombe atomique. Depuis 30 ans, le chercheur Rüdiger Frank se rend régulièrement en Corée du Nord. Les Nord-Coréens possèdent leurs propres industries sidérurgiques et chimiques. En théorie, ils ont tout ce qui est nécessaire à la mise au point des composants adéquats. Et ils ont eu du temps pour y parvenir. Tout cela ne s'est pas fait en 5 ans. On parle là d'une période d'au moins un demi-siècle. La Corée du Nord part trouver des alliés militaires dans d'autres parties du monde, en particulier au Proche-Orient.
En 1973, durant la guerre du Kippour, la Corée du Nord combat aux côtés de l'Égypte, principalement avec des pilotes et des avions. C'est aussi l'Égypte qui, avant même l'Union soviétique, livre les premiers missiles à Pyongyang, toujours sous les yeux de l'Occident. Après la révolution islamique de 1979, Pyongyang entame une collaboration avec le régime des ayatollahs. L'Iran se dresse soudain en ennemi acharné des États-Unis. Une fois de plus, cette alliance explosive n'interpelle personne. La Corée du Nord a collaboré étroitement avec l'Iran sur le programme de missiles iranien. Téhéran a envoyé de hauts dignitaires du régime, mais également des scientifiques en Corée du Nord, afin d'observer certains lancements de missiles et essais nucléaires coréens. Voilà le genre d'échange qu'il y avait entre les deux pays. La Corée du Nord propose à ses alliés toutes sortes de services. Selon les renseignements, Mahmoud Ahmadinejad, amené à devenir président de l'Iran, et Hassan Nasrallah, futur secrétaire général du Hezbollah, se rencontrent dès 1987 lors d'une formation auprès des services secrets de Corée du Nord. De la dislocation de l'Union soviétique en 1991, Pyongyang ne retire pas que des ingénieurs en armement et du matériel. Son régime s'en trouve aussi renforcé dans sa farouche volonté d'autonomie. L'élargissement progressif de l'OTAN vers l'Est, à l'opposé des engagements pris auprès de Moscou et de la communauté internationale, montre une fois de plus à la Corée du Nord que la parole politique ne compte pas. Dès lors, le régime nord-coréen choisit d'intensifier son programme nucléaire militaire. Vers 1991, on a découvert des éléments attestant de tentatives de production de plutonium. La Corée du Nord avait donc en tête la fabrication de matériaux nucléaires auparavant. D'autres indices, tels que des images satellites, montrent qu'ils ont dû démarrer ces travaux dès les années 1980. Le Pakistanais Abdul Qader Khan, surnommé le père de la bombe islamique, joue un rôle clé dans ces développements. Formé en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, il livre avec son réseau international les premiers éléments nécessaires à l'enrichissement de l'uranium à la Corée du Nord. Gardez en tête que ce sont en grande partie des gens de l'entourage de Khan qui ont fourni à la Corée du Nord les centrifugeuses permettant d'enrichir l'uranium. Cela a dû se passer à la fin des années 1990. Abdul Qader Khan, qui a dirigé le programme de recherche nucléaire au Pakistan, a longtemps été la figure centrale du marché noir mondial des armes nucléaires. Et Pyongyang est loin d'avoir été son unique client. Je sais que Khan a fourni à la Corée du Nord autant d'aide et de plans d'armes qu'il l'a fait pour la Libye, par exemple. Au tournant des années 2000, le dictateur irakien Saddam Hussein est renversé suite à l'invasion des troupes de la coalition. Quelques années plus tard, c'est au tour du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, lors d'une mission aérienne de l'OTAN. Raison de plus pour la Corée du Nord d'accélérer son programme nucléaire. Kim Jong-un a vu ce qui s'est passé dans les autres pays qui se sont mis en travers des intérêts des grandes puissances. Il pense que seule l'arme nucléaire peut le protéger d'un destin comme celui de Saddam Hussein ou de Mouammar Kadhafi en Libye. C'est pour ainsi dire la seule raison de ce programme nucléaire. Il sait qu'autrement, avec son armée conventionnelle, il n'a aucune chance de pouvoir se défendre contre les Chinois ou les Américains. Au plus tard, en 1991, la Corée du Nord se met à coopérer avec la Syrie. Pyongyang livre des missiles Scud à Damas et participe à la construction d'un complexe nucléaire syrien. On l'a très bien vu en Syrie, par exemple à Al-Kibar. On sait que la Corée du Nord a aidé Damas à installer un programme sur le plutonium ou un réacteur de recherche à Al-Kibar, très semblable au complexe que les Nord-Coréens possèdent à Yongbyon. Mais la collaboration de la Corée du Nord avec les États du Proche-Orient menace l'équilibre politique et sécuritaire de la région.
Nous nous rendons à Tel Aviv. Depuis des années, l'armée israélienne et les renseignements observent les activités nord-coréennes avec une inquiétude grandissante. Le gouvernement de l'État hébreu ne saurait accepter que la technologie nucléaire nord-coréenne prenne ses quartiers dans un pays voisin, qui plus est ennemi. Alon Lefkowitz, expert de la Corée du Nord à l'université Bar-Ilan, observe la situation depuis des années. 4 sources différentes concordent sur l'avis que nous avons bombardé en 2007 un site nucléaire syrien construit avec le soutien de la Corée du Nord. L'attaque préventive israélienne contre les projets nucléaires syriens est un succès. Depuis, la Syrie a été décimée par la guerre civile. Mais la menace du régime de Damas, qui bénéficie toujours du soutien de la Russie et de l'Iran, n'a pour autant pas disparu. Le nouveau dictateur, Bachar el-Assad, a prouvé son goût des armes de destruction massive et ne rechigne pas à en faire usage. Dans le cas de la Syrie, pour obtenir l'arme atomique, il faut également avoir le missile adéquat. Dans ce domaine, la Syrie bénéficie de sa coopération avec la Corée du Nord. Pour ce qui est des munitions, il y a l'Égypte et les organisations terroristes. La Corée du Nord, elle, est disposée à fournir quiconque est en mesure de payer le prix. Israël est prêt à réduire les menaces par des moyens militaires. Mais les ennemis de l'État hébreu fourbissent leurs armes. En cas de guerre, les nombreux missiles du Hezbollah livrés par l'Iran peuvent atteindre l'agglomération de Tel Aviv. Et il n'y a pas que le soutien de la Syrie ou du Hezbollah par l'Iran qui fait trembler Israël. Il y a aussi les possibles livraisons de matériel de guerre par la Corée du Nord. Et ce risque augmente si la pression économique sur le régime de Pyongyang s'accentue. Le Proche-Orient a 2 raisons de s'inquiéter. D'une part, des sanctions plus lourdes pourraient inciter la Corée du Nord à vendre encore plus de munitions à bas prix. Et d'autre part, la pousser à exporter aussi des armes et même des missiles à des organisations terroristes par besoin d'argent. Il est très clair que des échanges existent, particulièrement en ce qui concerne la technologie des Scud. La Corée du Nord peut soit fournir cette technologie, soit l'acheter. Personnellement, je pense que les Nord-Coréens l'ont obtenue de l'Union soviétique il y a des années. Et maintenant, ils la fournissent à d'autres pays. C'est une source de revenus importante pour la Corée du Nord. Vendre des systèmes d'armes lui permet de renflouer ses caisses. À plusieurs reprises, Israël a également voulu lancer une intervention militaire contre le programme nucléaire iranien. Mais le risque a semblé trop élevé. Beaucoup redoutent désormais que la Corée du Nord n'aide son allié de longue date à développer plus avant son potentiel nucléaire. C'est le cas de Katsuya Iwamura, longtemps à la tête du bureau de Kyodo, une agence de presse japonaise à Pyongyang. Il y a toujours le risque que des matériaux nucléaires, voire la technologie nucléaire elle-même, soient exportés de Corée du Nord vers la Syrie, l'Iran ou d'autres pays. Sans compter la possibilité que la Corée du Nord lance des recherches conjointes dans le domaine de l'atome avec la Syrie, l'Iran ou même le Pakistan et d'autres États. En Israël, l'axe Pyongyang-Téhéran fait l'objet de la plus grande vigilance. Une éventuelle rupture de l'accord sur le nucléaire signé avec l'Iran pourrait envenimer la situation. Un autre sujet de préoccupation serait un plan secret prévoyant que la Corée du Nord, pour gagner l'argent nécessaire à sa survie, propose de tester et de développer des armes nucléaires pour le compte de l'Iran. Cela permettrait à la République islamique de ne pas enfreindre l'accord nucléaire et en même temps d'accéder au rang de pays émergents. Rien ne prouve qu'il existe déjà une collaboration nucléaire entre la Corée du Nord et l'Iran ou d'autres pays de la région. Mais rien ne l'exclut non plus.
Je pense que la Corée du Nord est plus avancée que certains pays du Proche-Orient. Elle fournit à d'autres pays des informations et de la technologie. Je ne vois pas de preuve de coopération nucléaire entre ces pays, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est juste qu'elle est invisible. Invisible. Un adjectif qui va comme un gant au royaume de l'ombre des Kim. Pour les services de renseignement occidentaux, le pays est un trou noir. Bien qu'entouré de dispositifs d'écoute à terre, en mer ou dans l'espace, il est hermétique. Rien ne filtre vers l'extérieur. La Corée du Nord existe, vit, marche, mais elle n'émet rien. Les quelques 1250 accès à Internet du pays sont exclusivement contrôlés par le parti et les organes de sécurité. Le système le plus fermé du monde peut survivre parce qu'il contrôle tout ce que ses citoyens entendent, lisent, apprennent, racontent et sans doute pensent. Et cela dure depuis 70 ans. Lavage de cerveau et violence font loi. La violence est un pilier central du système. Et cette forme de répression est tout à fait représentative de ce type de régime. De là à penser que la violence seule maintient le système en vie, non. Il faut savoir qu'un grand nombre de personnes lui restent fidèles de leur plein gré. La répression concerne une faible minorité. On recense 120 000 personnes dans les camps nord-coréens sur une population totale d'environ 25 millions d'habitants. Nous sommes à Tokyo. Avec la Corée du Sud, le Japon est le pays le plus menacé. Au moins 70 000 Nord-Coréens vivent sur son territoire. Au quotidien, ils sont à peine visibles. Tatsuro Murao émet en Corée du Nord via les ondes courtes. Ce militant, journaliste et expert en sécurité, s'investit depuis des années pour les familles nippones dont des proches sont soupçonnés d'avoir été déportés par le régime de Pyongyang et sont parfois emprisonnés depuis des décennies. Tatsuro Murao connaît beaucoup de Nord-Coréens installés au Japon qui ont fui avec la bénédiction du régime. Tous les Nord-Coréens n'ont pas confiance en leur État et ceux qui lui sont favorables sont moins nombreux désormais. Nous recevons beaucoup de témoignages en ce sens. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont contre le système et qu'ils nous soutiennent. La Corée du Nord est un pays gouverné d'une main de fer. Les gens ne peuvent donc rien entreprendre contre leur gouvernement. Cela les mettrait en danger de mort. Tatsuro Murao et ses collègues de la radio Shiokaze reçoivent parfois des réactions en provenance de Corée du Nord via des proches établis au Japon. Mais ils savent aussi que le vaste réseau d'espionnage et de répression permet au bras de Kim Jong-un de s'étendre jusqu'à l'étranger. Les Nord-Coréens qui se sont établis au Japon ont laissé derrière eux leurs familles et leurs amis. Ils vivent au Japon, mais craignent que leurs témoignages ou leur comportement ne fassent du tort à leurs proches restés au pays. C'est pour cela qu'on ne peut rien faire d'autre que ce qu'on nous dit. Les Nord-Coréens installés au pays du soleil levant jouent un rôle crucial dans la survie économique de la Corée du Nord.
Et ce, bien qu'il n'y ait officiellement aucune relation entre les deux pays. Ce qui peut surprendre à Pyongyang, c'est le nombre incroyable d'articles venus du Japon dans les rayons des magasins. Cela va des produits alimentaires aux articles de cosmétiques, jusqu'aux ustensiles de cuisine que l'on trouve très facilement en boutique. On pense que ces objets sont arrivés là-bas principalement par la Chine ou l'Asie du Sud-Est. En plein Tokyo se trouve l'un des complexes les plus surveillés et les plus protégés du pays. Le siège de l'Association générale des Coréens résidant au Japon. Ce n'est pas une ambassade, ni un consulat, ni un institut culturel, ni un siège social, pas plus qu'une organisation humanitaire. Même les experts ont du mal à trouver le terme juste. Actuellement, il y a au Japon à peu près 70 000 personnes qui font partie de l'Association générale des Coréens résidant au Japon. Tous les Nord-Coréens qui vivent ici y sont affiliés et travaillent dans ce qu'on appelle la coopérative nord-coréenne. Et puis, il y a aussi ceux qui fréquentent l'école coréenne. Au niveau des citoyens, il y a donc certainement des échanges. Beaucoup des Nord-Coréens du Japon sont des hommes ou des femmes d'affaires qui reversent une partie de leurs revenus à Pyongyang au travers de l'Association générale. Les Japonais tolèrent les Nord-Coréens, mais la plupart considèrent l'Association générale comme un dangereux sous-marin, une sorte d'avant-poste ennemi. Il ne fait aucun doute que l'Association générale sert également de point de chute aux espions nord-coréens. Et pourtant, chacun finit par trouver son compte. Les Nord-Coréens sont aujourd'hui un important facteur économique au Japon. Ils exploitent différents commerces, des entreprises qui font affaire avec la Corée du Nord, mais aussi des agences de voyage qui organisent des visites en Corée du Nord, et ainsi de suite. Autour de nous, on trouve par exemple des restaurants coréens, des magasins de produits coréens et des établissements de pachinko. Ça leur permet de gagner de l'argent pour la Corée du Nord. Qui dit économie de l'ombre. Le pachinko, un jeu de chance, passionne les Japonais. Sur le territoire, on trouve 10 000 petites et grandes salles qui dégagent chaque année plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Semi-légalement car les jeux d'argent sont interdits au Japon. Les économistes et les services de renseignement sont formels. C'est la Corée du Nord qui touche le jackpot du pachinko, sans parler des autres activités de jeux en ligne. Ces jeux procurent à l'État des devises qui seraient impossibles à obtenir autrement. En réalité, ces entreprises sont créées tout à fait légalement. Elles se fondent dans la société nippone de manière licite. Et la Corée du Nord s'en sert pour ses services de renseignement. Depuis des années, les services secrets occidentaux, notamment allemands, observent le réseau des activités économiques occultes de la Corée du Nord, pour cause de risques de transmission de connaissances et de substances nucléaires à des pays tiers.
Cela s'effectue vraisemblablement via un vaste réseau de sociétés fictives et de sociétés écrans. Je suis persuadé que ni la Suisse, ni les États-Unis, ni aucun autre pays ne se doutaient que des pièces de leur fabrication serviraient un jour à mettre au point des missiles nord-coréens, comme cela a pu être démontré. Macao, Shanghai, Hong Kong. Ce sont surtout les grands ports maritimes internationaux d'Asie du Sud-Est qui offrent à la Corée du Nord l'occasion de réaliser des activités commerciales secrètes. Des entreprises occidentales sont également impliquées, à leur insu ou pas. Les services de renseignement sont impuissants face aux activités tortueuses des sociétés écrans, dont le nom peut être connu, mais peut changer du jour au lendemain. À un moment donné, il n'est plus possible de suivre le parcours de ces produits, et ils atterrissent là où on préférerait ne pas les trouver. Je pense que lorsqu'on veut obtenir quelque chose, les Nord-Coréens ont la possibilité de vous le procurer. Ils l'ont déjà prouvé à de multiples reprises. La Corée du Nord, souvent raillée pour sa dictature préhistorique, est depuis longtemps entrée dans le XXIe siècle, du moins ses dirigeants. China's main oil company, to a hospital in Indonesia, Japan's Nissan Car Company, Germany's railroads, France's Renault. Des groupes pétroliers chinois à l'entreprise ferroviaire publique allemande, en passant par des commerces en Australie ou en Mongolie, la liste des cyberattaques perpétrées par les hackers gouvernementaux nord-coréens est longue. Des distributeurs automatiques de billets en Ukraine et en Corée du Sud, ainsi que la Banque du Bangladesh, ont parfois été allégés de plusieurs millions. La Corée du Nord menace la planète d'une guerre nucléaire, tout en menant déjà la cyberguerre. La cybersécurité est un vrai problème. Prenons par exemple le cas de Sony. Le régime nord-coréen a tout volé et tout détruit. Ou encore les banques en Corée du Sud. Ils ont retiré tout l'argent des distributeurs. Du moment qu'on est connecté à Internet, on devient une cible. L'hiver, on peut paralyser les réseaux d'approvisionnement pour qu'il n'y ait plus de chauffage. Internet est un instrument très puissant. C'est une arme. Une arme avec une vraie force d'impact. En septembre 2016, les hackers nord-coréens parviennent à s'emparer du plan d'action secret 50-15 des forces américaines et sud-coréennes. Les États-Unis en prennent bonne note et renforcent significativement leur cyberdéfense. La cyberattaque est une nouvelle arme dans l'arsenal. Je pense que les Nord-Coréens l'ont très bien compris. Nous avons bien vu ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé longtemps sur l'aménagement de stratégies asymétriques. Dans sa compétition ouverte avec les superpuissances économiques voisines telles que la Corée du Sud, la Chine ou le Japon, Pyongyang n'a aucune chance. L'État ermite ne peut se procurer que de manière occulte ce dont il a besoin pour sa survie et celle de sa population démunie. Kim Jong-un en visite dans un orphelinat. L'organe de propagande de Pyongyang met le paquet pour qu'il n'ait pas l'image d'un dictateur reclus et sanguinaire, mais celle d'un tribun au cœur tendre. Les années de famine qui ont précédé le nouveau millénaire ne peuvent pas se répéter. Le régime doit survivre et poursuivre sa politique de confrontation contre les grandes puissances sans avoir à gérer d'éventuelles manifestations. C'est ainsi qu'à la frontière chinoise, comme ici, à Dangdang, contrebande et marché noir continuent à prospérer. Ils sont tolérés et ils donnent ainsi à un certain nombre de Nord-Coréens une chance d'atténuer les effets des sanctions internationales. L'ancien ministre de la Défense sud-coréen Kim Jong-dae sait à quel point ces sanctions sont absurdes.
On peut être certain que la population va subir les répercussions directes de ces sanctions. En revanche, elles n'auront absolument aucun impact sur la volonté de poursuivre le développement des missiles et des armes. Et ce, alors que même le puissant voisin chinois se plie à cette politique de sanctions. Officiellement, du moins. Les États-Unis ont prié la Chine de suspendre les livraisons de pétrole brut afin de fermer le robinet à la Corée du Nord. Seulement, la Chine ne peut accéder à cette demande, car cela pourrait déclencher une énorme vague de contestations et de manifestations qui seraient loin d'être pacifiques. Et par la suite, cela provoquerait l'afflux de nombreux réfugiés en Chine orientale. Comme souvent, le conflit avec la Corée du Nord revêt aussi une dimension économique, pour au moins l'une des puissances concernées. Le Japon, en particulier, s'arme, et cela profite avant tout aux États-Unis et à leur industrie de l'armement. Si les intérêts de la Russie et la Chine sont avant tout de nature stratégique, ceux des États-Unis sont très largement financiers. Sous prétexte de renforcer son alliance avec les États-Unis, le Japon tente d'importer une grande quantité de missiles antibalistiques et de systèmes de boucliers antimissiles. Pour les États-Unis, il s'agit d'un marché très lucratif. Je pense que le Japon s'efforce, au travers de l'importation d'armes américaines, d'aménager un système de défense, non seulement contre la Corée du Nord, mais aussi contre la Chine. Ce qui veut dire que dans l'esprit des Japonais, derrière le problème de la Corée du Nord, il y a toujours la Chine. Pendant ce temps, Pyongyang semble absorbé par son propre reflet. Mais pour continuer à célébrer le régime et à fournir les indispensables images de propagande à l'intention du peuple et de la communauté internationale, quelques cyber-hold-up ne suffisent plus. L'ancien directeur de banque nord-coréen Kim Kwan-jin est convaincu que de nouvelles sanctions feraient du dictateur un marchand de nucléaire. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir. S'ils sont frappés par de nouvelles sanctions et craignent pour leur survie, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver de l'argent, y compris transmettre ces technologies et les faire proliférer. Le danger de voir un Kim Jong-un totalement isolé se muer en grossiste de technologie nucléaire semble bien réel. Une course à l'armement des États non nucléarisés lancée par le dictateur de Pyongyang signerait la fin du rêve de désarmement. C'est pour cela que nous parlons de dénucléarisation. D'une part, nous ne voulons pas d'une course à l'armement nucléaire. Si la Corée du Nord s'équipe, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan vont dire « s'ils ont la bombe, il nous la faut aussi ». Et d'autre part, s'il existe de telles armes nucléaires, des bombes sales pourraient aussi atterrir entre les mains d'acteurs non étatiques ou d'États voyous qui seraient prêts à les utiliser. C'est une inquiétude constante. Du matériel nucléaire entre les mains de terroristes, des bombes sales dans l'arsenal d'États voyous, ce qui a longtemps été considéré comme les élucubrations d'amateurs de théorie du complot ou de jusqu'au-boutistes des renseignements semble désormais plausible. La prolifération, c'est-à-dire la transmission de matériel ou de programmes à des tiers, constitue un énorme problème. Imaginez si le prochain attentat de Daesh à Londres ou à Berlin était perpétré avec des matériaux nucléaires venus de Corée du Nord, la dimension serait tout autre. Il faut empêcher cela. Kim Jong-un, traité par son ennemi Donald Trump de petit homme fusée, sait très bien où il en est. Contrairement au président américain, presque tous les experts des services de renseignement occidentaux et des think tanks de sécurité et de défense de Tokyo à Washington
voit en lui un dictateur au comportement parfaitement rationnel et un froid calculateur conscient qu'il ne pourrait jamais gagner une guerre. Mais Kim sait aussi qu'il ne sombrera pas seul. Voilà comment le rêve nord-coréen se poursuit. Et c'est en cela qu'il est si dangereux. Ces 70 dernières années, la Corée du Nord n'a pas dévié d'1 millimètre de sa stratégie. Cette stratégie consiste à chasser les troupes américaines de Corée du Sud et à obtenir une réunification de la péninsule coréenne selon ses propres conditions. Les Nord-Coréens sont convaincus qu'ils sont menacés par la puissance militaire américaine. Du coup, ils croient que le seul fait de posséder l'atome et un arsenal nucléaire poussera les Américains à les entendre. Et donc, à quitter la Corée du Sud et à rentrer chez eux. Le point de non-retour est atteint. La Corée du Nord est une puissance nucléaire qui, dans le pire des cas, est capable d'appuyer sur le bouton rouge. L'OTAN a d'ores et déjà mis en garde. Une guerre avec la Corée du Nord pourrait déboucher sur une catastrophe planétaire. Officieusement et dans la plus grande discrétion, les deux parties dialoguent. Il est plus que temps d'envisager la voie de la diplomatie.